Au Maroc, l'enseignement supérieur est en pleine ébullition. Après un quart de siècle, une toute nouvelle loi vient de redessiner le paysage universitaire. C'est une réforme d'ampleur qui touche à tout, la direction des universités, leur place dans l'économie et bien sûr le quotidien des étudiants. Alors pour bien comprendre ce que cette loi 59.24 change vraiment, on va décortiquer ensemble les points essentiels. D'abord le contexte, puis le gros débat sur la gouvernance, l'énorme coup de projecteur sur la recherche, le nouveau rôle économique de l'université, ce que ça implique pour les étudiants, et enfin, on se demandera ce qui nous attend. Commençons par le début. Il faut savoir que la loi qui organisait l'université marocaine datait de l'an 2000. Imaginez, 25 ans plus tard, le gouvernement estimait qu'il était temps de repartir d'une page blanche. L'idée, c'est d'adapter l'université aux grands défis de notre époque. Et attention, ce n'est pas juste une petite mise à jour. La nouvelle loi 59-24, avec ses 113 articles, vient purement et simplement annuler et remplacer l'ancienne. On change complètement de philosophie. C'est un vrai virage qui s'inscrit d'ailleurs dans une réforme beaucoup plus vaste de tout le système éducatif marocain. Mais cette réforme ne s'est pas faite dans la douceur, loin de là. Elle a été adoptée après des mois de très fortes tensions, de grèves, un véritable bras de fer. Les syndicats d'enseignants-chercheurs, eux, accusent le gouvernement d'être passé en force, sans réelle discussion. C'est un contexte qui pèse et qui pèsera sur la mise en place de la loi. On en vient maintenant au sujet qui fâche, le point le plus discuté de cette loi, la gouvernance. La question est simple. Qui va tenir les rênes de l'université? Et c'est là que les changements sont les plus radicaux et aussi les plus critiqués. Le basculement est flagrant au sein du conseil d'université, le parlement de la fac. Regardez bien, la représentation des enseignants est tout simplement divisée par 3. On passe de 3 élus à 1 seul par établissement. Et en même temps, qui fait son entrée? Le patronat, avec un siège permanent pour la CGM. L'objectif est clairement affiché, connecter l'université au monde de l'entreprise. L'autre grande innovation, c'est ce fameux Conseil des gouverneurs, une instance complètement nouvelle, placée à côté de l'université pour donner son avis sur les grandes orientations. Et qui retrouve-t-on dedans? Les walis, les présidents de région, des acteurs économiques. C'est une sorte d'œil extérieur, permanent, pour vérifier que l'université colle bien aux besoins de son territoire. Cette citation du principal syndicat, elle résume parfaitement le fond du problème pour les opposants. Pour eux, ces nouvelles instances ne sont pas là pour conseiller, mais bien pour contrôler, pour imposer une vision d'entreprise au détriment de l'autonomie académique. Un choix politique qui, selon eux, a été imposé sans chercher l'accord du monde universitaire. Mais la loi n'a pas que des détracteurs, bien au contraire. Il y a un aspect qui, lui, fait quasiment l'unanimité, la place enfin donnée à la recherche scientifique. Pour comprendre ce tournant, un seul chiffre suffit, 14. La nouvelle loi consacre 14 articles entiers à la recherche et à l'innovation. C'est un changement d'échelle spectaculaire. L'ancienne loi était très timide sur le sujet. Le message, cette fois, est limpide. La recherche devient une priorité nationale. Et ce ne sont pas que des mots. La loi met en place des outils bien concrets. Premièrement, une stratégie nationale pour mieux coordonner tous les efforts. Deuxièmement, la création de cités de l'innovation au sein même des universités pour transformer les découvertes en start-up. Et enfin, une simplification du financement qui était un vrai casse-tête pour les chercheurs jusqu'ici. Ce nouvel élan pour l'innovation nous amène tout droit à une autre transformation majeure. L'université n'est plus vue seulement comme un lieu de savoir, elle doit devenir un véritable moteur pour l'économie. Et là, c'est une petite révolution. Pour la toute première fois, une université publique va pouvoir créer sa propre entreprise, une société anonyme, pour vendre ses brevets ou des formations. L'idée, c'est de rentabiliser la recherche et de trouver de nouvelles sources de revenus pour les universités. Alors, la grande question, c'est est-ce la porte ouverte à la privatisation? Eh bien, la loi a prévu un garde-fou. Elle impose que l'université et ses partenaires publics gardent au minimum 34% du capital de ces nouvelles sociétés. C'est une sécurité pour éviter une privatisation totale et s'assurer que l'intérêt public reste au centre. Bon, on a parlé de gouvernance, de recherche, d'économie, mais au final, pour les premiers concernés, les étudiants, qu'est-ce que ça change dans leur parcours? Le changement le plus direct et sans doute le plus attendu, c'est l'accès au master. Fini le concours écrit qui a été au cœur de pas mal de scandales ces dernières années. Maintenant, la sélection se fera sur dossier, avec des critères clairs et validés par une commission. L'objectif est simple, restaurer la confiance et miser sur le mérite. La loi vient aussi graver dans le marbre tout un tas de droits et de services. L'accès aux bourses, la couverture médicale ou encore le soutien psychologique sont désormais officiellement garantis. On reconnaît aussi de nouvelles manières d'apprendre, comme la formation à distance ou en alternance, pour plus de souplesse. Voilà, pour les grands changements. Mais il faut bien comprendre qu'une loi, ce n'est que le point de départ. Son vrai visage, on le découvrira dans la manière dont elle sera appliquée sur le terrain. Le calendrier le montre bien, le processus ne fait que commencer. La loi est publiée, certes, mais les universités ont 3 ans pour s'y adapter. Et surtout, 35 décrets d'application doivent encore sortir.
Ce sont ces textes-là qui contiendront les détails les plus importants. En fait, la loi reste volontairement floue sur des sujets pourtant cruciaux. Par exemple, quelle sera la politique des langues? Comment vont se créer ces fameuses universités numériques? Tout ça, ce n'est pas dans la loi. Ce sera décidé plus tard par le gouvernement via ses décrets, ce qui lui laisse une marge de manœuvre énorme. On en arrive donc à la question de fond qui résume tout le débat. Est-ce qu'on a affaire à une vraie volonté de moderniser l'université pour la rendre plus performante, plus ouverte, ou est-ce que c'est une tentative de reprendre le contrôle d'une institution jugée peut-être un peu trop autonome? En fin de compte, c'est ça le grand enjeu des années à venir. La nouvelle loi a posé un cadre, mais tout est encore à construire. L'avenir de l'université marocaine va se jouer précisément là, dans cet équilibre fragile entre la promesse de contribuer davantage au développement du pays et la crainte de perdre son âme académique. Une histoire à suivre de très très près.